Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Donc, chaque fois que l'on aura un choix de localisation, je bannirai, je dirais, une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. C'est pas politique. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad et heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Cela fait désormais 3 ans que nous l'animons ensemble, toujours le même plaisir de vous retrouver et de te retrouver, Mazel Tov. Mabrouk. Et de se retrouver dans ce studio de punk, il n'y a pas d'autre terme, qui en 3 ans a finalement remis un coup de peinture et qui a subi son premier nettoyage, mais j'ai l'impression qu'il passe plusieurs fois au même endroit pour enlever toute la crasse. Niveau rendement, ça doit tourner. Aujourd'hui, au lieu de parler de ce studio podcast de Berlin-Est de punk à chien, on va parler d'investissement et de location, de prime location. Moi, j'investis dans du prime. On va parler du choix de la ville où investir, qui est très important, notamment pour les personnes qui nous écoutent dans des grandes métropoles, qui devront sortir de ces grandes métropoles. Alors, première remarque, là où tu as raison, il y a 2 choses. Tu as Paris, qui est la ville qui te pousse quelque part, sauf opération patrimoniale, qui peut être intéressante sur des petits lots, où on a envie peut-être de préparer le futur pied-à-terre étudiant de l'enfant, pour éviter de quémander. Parce que tu vois, moi j'ai des lots à Paris, et c'est horrible en fait quand tu vois ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que tu mets une mise en location, tu as 500 demandes. 500 demandes ? Ouais, tu as 500 demandes, tu as 500 locataires. Et sur des locations qui ne sont pas... on est sur des studios, certes, qui ont été totalement rénovés, mais sur un 10, 12, 13, 15 mètres carrés, tu as 500 personnes qui veulent le louer. Marchand de sommeil. Mais non, parce que tout est neuf, tout est rénové. Oui, mais le marchand de sommeil, c'est pas une dimension. Non, le marchand de sommeil, c'est vraiment celui qui exploite la misère et puis mais qui a aussi des conditions qui sont totalement dégueulasses. On va t'appeler le Jawar. Je les connaissais pas, c'est ça? J'ai rendu service? Ouais, j'ai rendu service. C'est horrible. Hein. Le gars était en prison et a pris du poids. Donc aujourd'hui, comme on a dit, on va parler de ville où investir, sujet capital pour de nombreux investisseurs. Pour aller plus loin, tu trouveras dans le lien de la description un lien pour aller plus loin, très original, qui te permettra de réserver un audit avec Fouad et son équipe. Ça te permettra de faire un plan de route précis. Tu pourras candidater également à PX pour déployer toutes les stratégies avancées pour financer les nouvelles acquisitions que tu vas conduire dans ces prime locations. On ne finance pas de la villa, par contre, on ne finance pas de la villa en Grèce. Et tu trouveras également le lien d'un atelier de financement avancé de plus de 1 heure avec des techniques tout aussi avancées. Rentrons dans le vif du sujet et parlons de sortir de sa zone à cause de la diversification nécessaire qu'implique une stratégie, qu'implique un blitz patrimoine. Et surtout à cause de la régionalisation des banques fait que la faille du cartel bancaire, c'est la régionalisation des banques, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des banques différentes et donc d'augmenter le nombre d'opérateurs, ce qui permet de diluer l'oligopole, puisqu'aujourd'hui on a grosso modo 5 groupes bancaires qui se partagent le marché et qui font littéralement la loi. Et donc parfois, aller chercher de nouveaux partenaires bancaires exige de sortir de sa zone géographique et de sa zone de confort. La zone qu'on connaît le mieux, je prends un exemple, ta zone de chasse c'est la Bourgogne, peut-être qu'il faudra peut-être aller chasser dans des régions voisines, ou bien Paris, on avait pris Paris, peut-être qu'il va falloir aller chasser
j'en sais rien moi, dans les Hauts-de-France, tu vois. Ouais, et ça donne également de la diversification géographique, de ne pas avoir tous Exactement. ses œufs dans le même panier, notamment, et c'est capital, lorsqu'on investit massivement. On ne parle pas d'une acquisition, on parle d'une dizaine d'acquisitions. Tout à fait. Et puis on dirait un mot, peut-être, c'était pas totalement prévu, mais sur la chasse immobilière, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas des zones, il faut travailler avec des chasseurs immobiliers. Alors moi, je suis moi-même chasseur immobilier et j'ai un responsable de chasse. On a une cellule de chasse chez Voir Grand. On travaille exclusivement pour le compte des mentorés. Mais là aussi, recruter son chasseur, ça reste une mission importante pour un investisseur qui ne connaît pas la zone dans laquelle il va, parce que rien de mieux qu'un chasseur en fait en local qui connaît son territoire, qui connaît les spécificités. La seule problématique, c'est que Il faut trouver le bon. voilà, C'est les comme chasseurs immobiliers, c'est un peu comme les CGP. C'est-à-dire que la plupart sont mauvais, sont motivés par des commissions. Et donc, il y en a des bons, évidemment, mais il faut rechercher activement, il faut recruter son chasseur immobilier, comme on recrute son notaire, comme on recrute son banquier, comme on recrute son expert comptable, etc. Et comme son maître d'œuvre également. Exactement. On fera un épisode dessus. Tout à fait. Toutes les pièces maîtresses en fait, de ton patrimoine et de ton avenir, quelque part, doivent être recrutées et éviter absolument ce que j'appelle le choix par défaut, qui est le choix de la masse et donc le choix de la médiocrité. Rentrons dans le vif du sujet et pour commencer, on va le diviser en plusieurs parties et on va commencer par une première partie sur le discernement nécessaire pour identifier la bonne zone d'investissement. Fouad, à midi, on n'est plus dans notre cantine russe. Parce qu'après l'Ukraine, maintenant, il y a le détroit d'Ormuz qui a coupé l'arrivée de pain qui est payante. On s'est amusé à faire un petit jeu et vous pouvez le faire en écoutant. Vous prenez votre téléphone et vous tapez « Où investir dans l'immobilier en France ?» dans le chat GPT et vous allez voir ce qui va vous répondre. Et c'est important parce que on s'est amusé à faire cet exercice et que nous répond ChatGPT Fouad? Alors, qu'est-ce qui nous répond ChatGPT, alors pour le peu d'informations que j'ai, corrige-moi si je me trompe, ce sera une des rares occasions où tu pourras le faire. Il y a en fait une extraction des informations qui est finalement représentative de ce que la masse va produire, sortir, etc. Et donc, la première chose qu'on te sort, c'est ville à cash flow. Et c'est très important parce que ça, les gens ne s'en rendent pas compte. L'intelligence artificielle aujourd'hui condense des informations. Ça aurait pu être marrant et on n'a pas fait l'exercice et j'y pense maintenant, on pourra le reproduire ensuite, de dire, peux-tu me sourcer les éléments qui te permettent de me dire que cette ville est bonne en investissement. Ça serait très intéressant de le faire. Et là, tu as ce premier point, je n'avais pas terminé en fait mon raisonnement, et surtout, il te sort tout de suite une ville qui est particulière quand même, qui est Saint-Étienne. Qu'on apprécie particulièrement. Tu vois, tu as 90% de ton patrimoine à Saint-Étienne. Alors, j'y ai jamais mis les pieds, mais enfin, j'y ai jamais foutu les pieds, pour utiliser une expression plus réaliste. Mais je ne connais pas cette ville en fait, mais la problématique, c'est que Saint-Étienne ressort régulièrement dans le classement des villes les plus rentables de France. Saint-Étienne, avec des villes comme Mulhouse. D'ailleurs, à choisir, j'ai une préférence pour Mulhouse par rapport à Saint-Étienne. Oui, mais c'est entre la peste et le choléra. Non, parce que tu es quand même Mulhouse. Il y a une frontière. Il y a quand même la frontière allemande et suisse. Il y a l'aéroport international de Basel, Mulhouse, Fribourg. Le troisième qui est très gros. Je crois que c'est 8 millions de passagers. C'est le troisième français, non? Ça doit être le troisième ou quatrième, je pense, ex aequo peut-être avec Nice. Donc, à choisir, j'ai quand même une petite préférence pour Mulhouse. Mais ChatGPT te sort Cashflow, Saint-Étienne. C'est le champ lexical du formateur lambda bidon d'Internet. Et des futurs, parce que les futurs feront des formations avec l'IA. Donc, bien sûr. Peut-être qu'on devrait référencer le podcast dans les recherches ChatGPT. Alors, c'est important parce que quand on va chercher des villes, tout le monde va à peu près conduire la même méthodologie. On va faire une recherche sur Internet ou investir en France.
On va acheter des numéros spéciaux de Capital, le gala de l'économie, qui est agréable à lire, parce que c'est des articles courts, mais c'est pas très profond. Ouais, mais voilà, c'est agréable, mais si les informations sont erronées, ça peut être très désagréable quand tu as fait les achats. Après, attention, on parle à des ambitieux. Mais même un débutant, est-ce qu'un débutant peut se permettre d'aller à Saint-Étienne? Pour faire de la coloc et de la love room. Ouais. Mais si le message est Je plaisante. parce que si le marché est déjà saturé. Ben, en fait, et sur ça, sur la méthode, quand les gens n'ont pas l'habitude, ils vont essayer de trouver l'information, demander à Tata Jeannette à côté, regarder du contenu, essayer de copier les autres. Et c'est très important, et c'est pour ça que le but de ce podcast est plus de donner une méthodologie que donner une liste. C'est plus une checklist, et bizarrement, si vous la suivez, comme on l'a dit, vous arriverez sur les mêmes villes. Mais on ne veut pas faire une ville pour enlever ce que les gens se disent « Ah ben 10M, ils l'ont dit, donc on y va les yeux fermés. » C'est pensé par soi-même avec des critères objectifs. Voilà. Et donc, tu vas voir les recherches sur Internet, tu vas voir le classement Capital, tu vas voir les formateurs immobiliers. Alors ça, tu vois, j'avais fait un post là-dessus, et il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais en fait, alors tu sais, comme le disent les jeunes, t'as le seum parce que t'es pas dans le listing. Je paierais pour ne pas être dans le listing parce que le classement LinkedIn. Déjà, moi, je ne suis pas un influenceur. Je suis un incepteur, je suis un investisseur. À la limite, je suis un mentor immobilier, mais je ne suis pas du tout un influenceur. Je n'influence aucune masse. Je ne suis pas un architecte de la société ou un architecte des foules. Ça m'intéresse pas. Et donc, j'avais fait cette remarque. Tu as des gens, mais honnêtement, je ne suis pas du tout négatif, mais je veux dire, dans le jeu de l'investissement immobilier, ils sont particulièrement mauvais parce qu'en fait, ils ont des stratégies totalement conformistes. Et être en fait dans un classement parce que tu as plus de followers que les autres, que sur les nombre d'abonnés principalement. C'était nombre d'abonnés, t'es oui, sûr parce que Rémi était dedans et Rémi n'avait Attention, pas. je dis pas que 100% des gens. Alors il y avait aussi un classement sur l'immobilier. Je dis pas que tout le classement est pourri. C'était quoi les 3 premiers sur l'immobilier? Honnêtement, je m'en rappelle plus. J'avais fait un post là-dessus. Je m'en rappelle plus. Mais moi, ma règle sociologique, assume. Ma règle sociologique, si tu veux, c'est de manière générale. Je dis bien sauf exception. Plus tu as de la visibilité, plus ton contenu est merdique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça suit le principe de la McDonaldisation de l'information. Pour pouvoir atteindre les masses, il faut que l'information soit gobable très rapidement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même si on a une audience de qualité, on n'est pas un podcast, comment dirais-je, mass market. Ouais, mass market. Et ça, c'est, il y a quand même cette notion de, parce que la problématique, c'est que plus tu es visible, plus tu vas chercher à conserver cette visibilité, et plus tu vas chercher à la conserver ou à l'élargir, tu vas produire du contenu bas de gamme, du contenu également parfois mensonger. Pourquoi ? Parce qu'il faut ratisser large et t'as les gens aussi. Alors, je veux pas me rêveur. Les intérêts composés, par exemple. Mais les intérêts composés, tu vois, j'ai fait une vidéo sur Finari qui a très bien marché d'ailleurs, très bien marché. Mais pourquoi est-ce qu'elle a marché ? C'est pas tant par rapport à la qualité de ta vidéo. C'est plus par rapport à ce qui était dit. Il y a un taux de like qui est à 90%, ce qui est important parce que quand tu lis les commentaires, les commentaires sont très négatifs. Et en fait, les commentaires, et c'est très marrant, je dirais pas que c'est des incompétents, je dirais pas que c'est du contenu menteur, je dirais que c'est du contenu d'incompétents, qui n'ont pas la décence de dire qu'ils sont... tu vois, c'est du Dunning-Kruger. Pour moi, il y a du marketing aussi. Non, il n'y a pas de... Il faut pas tout mettre sous le nom marketing. Si tu prends l'exemple... tu vois, par exemple, l'exemple de Finari, de Mounir. Il te dit que l'immobilier, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que... Mais il sait que c'est faux. En dépit du fait qu'il a fait une mauvaise opération. Non, il le sait pas. Non, parce que son objectif, c'est de vendre l'assurance vie maintenant. Oui, aujourd'hui, c'est biaisé. Tu es obligé de détruire l'immobilier. C'est comme les gens qui font de la bourse. Leur premier réflexe, c'est de détruire l'immobilier. T'avais quelqu'un qui disait, je sais plus qui c'est, peut-être que quelqu'un me le dira dans les commentaires, donne-moi ton intérêt, je te dirai quel est ton discours. Nous, notre discours peut être immobilier. Moi, j'aime bien dire, vous savez, je me focalise sur l'immobilier, la structuration internationale. Donc, j'ai les deux pans.
pour ceux qui veulent rester, pour ceux qui veulent partir. Donc, ça n'a pas tellement d'importance. Mounir, effectivement, pour quelqu'un qui veut mettre 300 € par mois et tout ça, son application Finari, ça évite ce qu'on appelle le churn, donc d'annuler l'abonnement. Et quelqu'un qui a de l'immobilier n'a pas besoin de son application. Donc aujourd'hui, il y a un discours marketing, mais qui est couplé d'abord à de l'incompétence et de l'ignorance. Mais dire que l'immobilier est un investissement qui ne rapporte rien, qui est inintéressant, c'est totalement faux. Mais pour lui, pas totalement, parce qu'il a fait en ignorant. Il a fait un apport de 30% sur un LMNP à Chambéry ou je ne sais pas où. Mais attention, quand tu décris une loi économique, donc là on est sur des principes généraux très, très élevés. Donc on parle de l'immobilier, 20% de l'économie française. Quand tu dis l'immobilier, c'est pas rentable. Donc là, tu es dans des agrégats très élevés. Tu ne peux pas, je veux dire, ça c'est... Donc tu penses qu'il sait que c'est très bien et qu'il ment? Moi, je pense qu'il n'a pas totalement conscience de son incompétence, ça c'est un premier point, mais de là à dire que l'immobilier, c'est pourri, quelque part, avec un changement, tu as un changement de ton parce que tu as un pivot stratégique qui consiste... Alors tu vois, je reprends c'est la malhonnêteté intellectuelle. Mais c'est du mensonge, quand on en a conscience. Je vais prendre un exemple précis. L'assurance vie, il tapait dessus. Maintenant, depuis qu'il en vend, c'est un produit magnifique, magique. L'assurance vie, il avait fait des épisodes, l'assurance vie, c'est bidon, ça rapporte rien. C'est vrai que le taux de rendement, il est même négatif. Le taux de rendement réel. Avec l'inflation. Avec l'inflation, il est négatif. Et si tu as amputé encore ton rendement des frais de gestion, tu as un taux de rendement qui est négatif. Pourquoi ? Parce que tout ça est alimenté par la carotte fiscale. Donc pendant... Comme du Pinel. Et d'ailleurs, tu as cette contradiction. On va te parler de 9%, de 8%, 9% ou 10% de... on ne sait même plus, c'est du rendement de la rentabilité des ETF. Et après, on va te dire, il faut faire l'assurance vie. Tu as une contradiction majeure. Pour moi, la contradiction, elle est rédhibitoire. Et tu ne peux pas avoir des affirmations aussi catégoriques sur des pans entiers, accessibles aux petits joueurs, comme le prêt immobilier. Aujourd'hui, le prêt immobilier, pour moi, c'est un produit qui est quasiment démocratique en France. C'est-à-dire que même quand tu as des petites rémunérations et que tu as une gestion de tes comptes saine, tu as accès au levier bancaire. On n'a pas besoin d'avoir un dimensionnement à 1 million d'euros. Demain, je veux dire, tu as 2 000 € par mois. Dimensionnement, il faut que tu précises, c'est pas l'ambition. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est ce que tu peux acheter en moyenne. Voilà, c'est ce que les gens n'ont pas compris sur la vidéo de ça, Finari. il faudra qu'on fasse aussi peut-être un... Parce que j'avais pris l'exemple d'une personne que tu connais, qui existe bien. J'avais dit que la personne était j'ai dîné avec lui. Que cette personne est passée de 400 000 € et il était bloqué complètement, et tu t'en souviens. Aujourd'hui, il est à 2,2 millions d'euros et les gens n'ont retenu que 2,2 millions d'euros en disant aucune banque ne prête 2,2 millions d'euros à quelqu'un qui gagne 3 500 €. Non, mais bien sûr, mais en plus, tu as donné la fréquence, le nombre d'opérations. Mais là, moi, j'ai même donné les banques. Moi, je te parle d'un individu qui est un influenceur, qui parle de science de l'enrichissement, sans en donner le terme, parce que tout le monde n'est pas forcément dans la conceptualisation, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle pas de c'est pas les mêmes joueurs. Un commentateur un commentateur anonyme sur une chaîne YouTube, qui d'ailleurs sur le contenu était excellent, très bien argumenté, très factuel, disruptif, etc., versus quelqu'un qui fait de la propagande, qui va revenir sur ce qu'il disait sur l'assurance vie. N'importe qui sait très bien que l'immobilier est 1 milliard de fois plus intéressant que l'assurance vie. L'assurance vie ne crée pas de richesse. C'est un véhicule de transmission fiscale, c'est tout. C'est ni plus ni moins, c'est ça. Tout ce qui est drainé par l'économie d'impôt, le français, culturellement, est un gain de petit. Donc quand tu lui dis qu'il peut économiser un peu sur la fiscalité, enfin un peu, je sais pas, c'est quoi, jusqu'à 150 000 €, quelque chose comme ça l'enveloppe. Je sais pas, je m'y connais pas. Moi, j'ai mis des années pour comprendre pourquoi ça s'appelait assurance vie. C'est pas du tout une assurance vie. La vraie assurance vie, c'est l'assurance des invalidités ou toute la prévoyance que tu peux prendre. Mais tout ça pour dire que tu parlais de discernement, même dans les zones où tu vas acheter, et je parlais de la corrélation entre visibilité et médiocrité. Et je vais prendre l'exemple d'un gars qui est hyper pertinent. Il a vendu quand même plus de 100 000 livres et il n'a pas une visibilité de dingue.
Tu vois, puis c'est marrant parce que tu vois, il avait rebondi avec Julien. de l'humour. Julien de la Grande Danne. On salue au passage. Voilà, qu'on salue au passage. On fera peut-être un épisode de L'invitation est lancée, Julien. Voilà, et il n'a pas une visibilité. Il n'a pas la visibilité qu'il mérite. Il ne l'a pas. Alors, il n'a pas la visibilité qu'il mérite parce qu'il ne fait pas un marketing particulièrement agressif. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te dire parfois, ouais, mais lui, il a 500 000, il a 800 000 followers. Oui, donc forcément, alors, non, mais dans premièrement, tu peux avoir des achats de followers. Il suffit de regarder. Non, mais je sais, mais mais mets-toi à la place de la masse. Quand tu as beaucoup de followers, tu es crédible. Oui, et après ils se plaignent. Mais par exemple, tu prends notre cher Hakim Benotman, tu regardes ses commentaires, il paye des faux commentaires sur ses vidéos, tu vois. Elles sont toutes faites en février 2026. Oh, Hakim, merci de nous expliquer le rendement. T'as le mec là, Eddy, qui les prend un par un. La visibilité n'est pas une métrique importante. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Mais moi, je te dis que plus tu es visible, c'est autre chose. Voilà, plus tu es visible. Moi, je dégage une loi psycho-socio-économique. C'est-à-dire que plus tu as de la visibilité, donc vaut mieux aller quand tu cherches Internet. Plus le contenu ressemble à ce que fait McDonald's. C'est tout ce que je dis. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi ? Totalement. Voilà, merci. Merci. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu as des gens parfois qui ont une chaîne avec 2000 abonnés. Mais une fois de plus, je prends notre exemple. On n'a pas une visibilité de dingue. En même temps, tu n'as pas un restaurant triplement étoilé à chaque rue de France. Donc les gens apprécient. Voilà, en toute modestie. Ah bah, la fausse modestie à la française. Mais ça, c'est aussi un élément de... comment dirais-je, c'est un élément de discernement, de discernement, de sélection. De sélection de l'information. Voilà, de sélection de la source de l'information. Parfois, il vaut mieux couper la source. Ah, c'est plus rapide. Exactement, c'est plus rapide et c'est plus efficace. Donc ça, c'est important parce que moi, si tu veux... Et sur les villes d'investissement, c'est très important parce que ça fait effet boule de neige, puisque l'un répète, l'autre y va, devient un influenceur d'un influenceur. Tout à fait. Moi, j'appelle ça le téléphone arabe. La formation arabe. Dans la transmission, tu veux dire ? Dans la transmission de l'information et dans la détérioration de l'information au fil de sa transmission. Et une fois, je m'étais fait insulter parce que j'avais dit que c'était une formation arabe et le mec avait confondu avec formation d'arabe. Les gens, en fait, tu veux, le français est extrêmement précis et il faut comprendre en fait les subtilités du français. C'est comme les jeux d'argent. Arabe. Mais oui, mais moi j'avais compris en fait ce que tu voulais dire. Que tu avais un mec qui se formait, qui copiait. Là, par exemple, j'en ai un qui me copie et qui nous copie également. Ah ouais ? Ouais. 90% de la monnaie en circulation, c'est du crédit immobilier. La France est un paradis bancaire. C'est qui ça ? Je ne sais pas qui c'est. Je veux pas lui faire de promotion. C'est un petit jeune. Tu me diras. Je surveille parce que y a une attention particulière à surveiller. Et en fait, si tu veux, l'information se détériore au fil du temps. Et moi, par exemple, tu sais, j'utilise un peu comme toi des termes spécifiques. La holding en 5 temps pour toi, où tu as conceptualisé ça. Moi, je vais par exemple dire la holding mobile, tu vois. Et le mec reprend même les termes. Ça fait penser à la papa mobile. Mais c'est le principe, je me suis inspiré. C'est une holding au Vatican. Le plus grand état du monde. Revenons sur nos villes, sur le choix, donc tout ce qui est recherche internet, plus il y a de la visibilité, plus vous devez désélectionner. Faites attention aux formateurs immobiliers qui peuvent quelquefois avoir un intérêt, parce que certains avaient des intérêts à recommander des villes, et on va le mettre dans le critère. Oui, alors c'est même un conflit d'intérêts. Et n'oubliez pas que l'IA n'agrège que des informations qui sont disponibles sur Internet, comme sur Google. C'est comme un puits. Je vais utiliser une métaphore, on va rester dans le réalisme. Tu as un puits qui est rempli de tas de merde. Si tu fais tout remonter, si tu agrèges tout ça, tu fais tout remonter, qu'est-ce qui remonte à la surface ? Question. Là, si tu veux, j'essaie de m'enlever l'image du puits et tout ça. Donc, mais c'est pareil, si tu veux. Donc là, tu as une extraction, et tu vois, j'ai l'écran sous les yeux. Voilà, quelles sont les meilleures villes ? Où investir en France ? Les villes pour cash flow. Objectif rendement élevé, autofinancement, création rapide de capacité d'endettement. Alors ça, je comprends pas. Création rapide, de capacité. Ouais. Ça, à mon avis... accumulation agressive.
Je sais pas quelle forme. T'as uploadé une formation, toi, dedans ou quoi? Non, à part le Blitz. Demande-lui les sources. Ouais. Demande-lui les sources Ouais. sur ChatGPT. Demande-lui les sources et si ça marche, ça sera curieux. Donc, on va procéder d'une manière différente. Tu m'avais parlé de Taleb avec la via negativa, c'est-à-dire adopter un raisonnement de soustraction pour arriver à un résultat meilleur. Donc déjà, on soustrait tout ce qui est influenceur immobilier. Donc, on va adopter cette vision que vous pouvez appliquer à d'autres types d'investissements. Et je vous invite à faire des recherches dessus. Et on va commencer dans quelle ville il ne faut surtout pas investir, donc se servir de la contre-référence. Donc, Fouad, commençons par les villes dans lesquelles il ne faut surtout pas investir pendant que tu recherches les sources de ChatGPT. Le premier critère, c'est ville gérée par des extrêmes. Donc des extrêmes politiques. Là, on a on a des exemples précis. Récemment, Roubaix, élu au premier tour. En fait, quand un extrême... Alors, ces gens-là contestent la définition même, le qualificatif d'extrême. Quand tu as la France insoumise, qui est élue au premier tour dans une ville en détresse économique, c'est jamais bon pour la solvabilité générale des locataires. Ça, c'est le premier point. Sur la fiscalité qui va être mise en place, leur premier réflexe à ces gens-là, c'est de taper très fort sur l'immobilier. On peut s'attendre à un doublement des taxes foncières. Tu peux avoir le doublement des taxes foncières. Tu peux encadrement des loyers. Encadrement des loyers, droit de louer. Ouais. Qui est présent dans la métropole lilloise, dans la MEL. Tu peux avoir... préemption. Les préemptions. Tu peux avoir également, et ça c'est un aspect vicieux que les gens ne voient pas, et c'est très marrant parce que moi j'avais une inquiétude sur Toulouse. Tu sais comment on prononce Toulouse en anglais? Toulouse. Ouais. Donc c'est perdre. Tu peux cesser de m'interrompre, s'il te plaît. D'accord, je t'écoute. Je t'écoute, grand maître. Écoute-moi. Écoute-moi. Et vous vois moi, s'il te plaît. Voilà. Rappelle-moi, ça monsieur. Ça fait du bien de remettre de l'ordre dans la hiérarchie sociale. Voilà. Souviens-toi qui a payé tes études. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis reconnaissant. Et si il y a un aspect qu'on ne voit pas également sur, même si c'est un problème à la marge, mais c'est un problème qui peut frustrer, c'est que dans les villes qui sont extrême gauche, par exemple, ils te prennent des arrêtés anti-expulsion. Tu sais, qui sont de suite recadrés. Au-dessus de la loi, finalement. Ouais, et qui sont de suite annulés, c'est pas le problème. Mais la particularité des villes de gauche et d'extrême gauche, c'est que même si c'est la préfecture qui décide d'utiliser la force, la mairie va te mettre des bâtons dans les roues. En mettant des associations, en conseillant le locataire, tu vois, sur... tous les mécanismes pour gagner du temps, qui vont envoyer le dossier à la préfecture, mais il va manquer des éléments, donc ça va revenir. Donc en fait, ils te mettent des bâtons dans les roues. Si tu as un problème avec un locataire qui arrête, pas un squat, quelqu'un qui arrête de payer le loyer, et par exemple, on avait eu le cas sur Avignon, sur une personne, ça avait mis énormément de temps parce que la mairie n'envoyait jamais les bons dossiers. Ils avaient envoyé le dossier, on était face à un escroc notoire, et en fait, il utilisait plein de dispositifs qui étaient donnés par la mairie avec les conciliations, où on étendait l'autre conciliation, tu vois, tous ces mécanismes. Donc, il n'y a pas uniquement sur le papier, sur la taxe foncière, c'est que tout est fait contre le propriétaire dans ces villes. Vous êtes l'ennemi numéro 1. Donc, tout à fait. C'est ce qu'a fait le maire de New York. Je ne connais pas en fait, mais je crois que c'est quelqu'un de gauche. C'est la France insoumise. C'est peut-être pas autant, tu crois aussi? Si. C'est un démocrate gauche. Donc, la première chose qui a été faite, c'est introduire l'IFI à New York. Ouais, un peu sur le modèle de la taxe Zuckman, là, sur les... Mais sur les biens immobiliers, avec une signature assez malsaine. Le nouveau maire s'est mis derrière la résidence secondaire d'un milliardaire, je crois, en prenant une photo, etc., en donnant le nom, et en disant, voilà, là, ça va nous rapporter tant dans les caisses de la ville. Ouais, pour le dépenser inutilement et pas créer de la richesse. Ouais, mais c'est stigmatiser un locataire, un propriétaire. On a créé un citoyen.
Mon grand-père disait on ne crée jamais de la richesse en la divisant. Je trouve cette phrase Bien sûr. et il disait le voisin d'un riche est toujours plus riche. C'est pas Alors, il y a un truc qui est important, ce n'est pas de la politique ce qu'on fait, ça reste de l'investissement et on dégage des zones à risque Roubaix. politique parce que le sous-jacent et socio-économique est en détresse. Et attention, qu'est-ce qui entraîne l'élection d'un extrême, que ce soit extrême gauche ou extrême droite? C'est quand même une certaine misère. Bien sûr. C'était mon sujet de grand oral en licence. C'est est-ce que la crise économique est le terreau des extrêmes? Et quand tu regardes l'arrivée d'extrêmes, il y a toujours eu une crise économique au départ, donc une situation mauvaise. Ça veut dire quoi? Une ville qui élit au premier tour un mec de LFI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ville qui est composée à 50%. C'est qu'il y a un paquet de problèmes. Il y a un sacré problème et c'est pas le mec qui veut développer la ville qui va voter pour LFI. Donc pensez à ça, c'est pas de la politique, c'est de l'investissement. Alors Saint-Denis, il a annoncé, comment il s'appelle le maire? Je m'en rappelle plus, j'ai vu quelques interviews, mais je crois que c'est Bali Bakayoko, c'est ça? Tu respectes pas son origine. Pourquoi? Pourquoi en écorchant son nom. Non, mais tu sais, il y a eu une énorme... parce que tu avais je pense que c'était Michel Onfray qui avait dit qu'il agissait en tant que chef de tribu. Et on l'avait accusé... c'était une métaphore, en fait. Que c'était une métaphore et tout ça. Par exemple, il a dit qu'il ne voulait pas afficher et là encore récemment, qu'il ne voulait pas afficher le portrait du président de la République, qui est une obligation, tu sais, dans les mairies, et qui n'afficherait que celui de Jean-Luc Mélenchon. Ok. Donc, ça respecte ça respecte. Mais en tout cas, moi, je n'irai pas dans ce genre de ville aujourd'hui, là, maintenant. J'ai d'ailleurs fait un audit stratégique avec quelqu'un qui s'apprêtait à faire une opération à 2 millions d'euros, dont 1,6 de travaux. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Il m'a dit qu'il avait entendu une information sur un des podcasts. Je lui ai dit, écoute, clairement, compte tenu du montant de l'opération, de l'exposition, de la concentration, compte tenu en fait le pédigré du nouveau maire, plus les risques sur la taxe foncière, etc. Et en plus, la mairie lui imposait une colocation, donc il y avait une dizaine d'appartes, plus je ne sais plus trop quoi, et on lui demandait même de faire une coloc. Mais depuis quand, en fait, une mairie va t'obliger à faire une colocation? Donc déjà, rien que le fait de s'immiscer à ce niveau-là, à ce stade-là, dans l'opération à 2 millions d'euros... Heureusement que DSK n'est pas maire d'une ville, sinon il nous obligerait le Love Room. Non, mais réintroduction de la maison close. 20% de Love Room, le PLU. Voilà, avec accès illimité gratuit. Donc voilà, donc je lui ai déconseillé parce que pour moi, mettre 2 millions d'euros dans cette ville, alors c'était un quartier plutôt bourgeois, pas mal, mais... Parce qu'à Roubaix, il y a aussi des zones très intéressantes. Comme dans toutes les villes. Hein. Comme dans toutes les villes. Quelquefois, à 3 rues près. Mais le problème, c'est que tu as quand même un risque de contamination fiscale, d'ingérence, parce que c'est de l'ingérence quand on vient s'immiscer dans ta propriété privée, qui est un des fondements du capitalisme, la propriété privée. Eh bien, ça, c'est un risque qui, pour moi, n'est pas supportable quand tu t'engages dans un blitz patrimoine et que tu vas chercher un empire de l'ordre de 10 millions d'euros. Voilà, je veux dire, tu as un petit studio à 300 euros, 400 euros de loyer à Roubaix, il n'y a pas de difficulté. Si tu connais très bien la zone, etc. Mais là, nous, on est dans un cadre de blitz patrimoine, d'ambition importante. Et ça exige pour moi d'écarter tout risque politique extrême, quel que soit le parti politique. Et j'inclus personnellement, et ça c'est personnel, j'inclus, et je t'en avais parlé sur Besançon, sur ça. Les écologistes ? J'inclus les écologistes dans l'extrême gauche. Et si tu veux, j'ai retrouvé la citation et je l'ai notée. C'était Olivier Andriès, qui est le patron de Safran, tu sais, qui devait créer une fonderie à Rennes. Et ça, c'est l'impact également indirect d'une gestion par ces gens-là, par ces extrêmes.
Et quand ce patron est arrivé, donc c'était pour créer peut-être, alors je vais peut-être me tromper sur le nombre d'emplois, mais plusieurs centaines d'emplois. Oui, ils vont pas créer des TPE de 4 salariés, quoi. Voilà. On parle de Safran. On parle de Safran sur une fonderie. C'est une entreprise, hein, on parle pas de l'épice. Voilà, oui, merci. Merci. Merci Fouad. On est sur un podcast à faible diffusion, mais quand même de personnes excessivement cultivées. N'achève pas le... Respecte je respecte énormément l'audience. C'était une blague. Et en fait, il était en commission, pas en commission parlementaire, mais tu sais, les enquêtes parlementaires, et il disait qu'il avait été accueilli en se faisant lancer des tomates à Rennes, et il a annoncé lui-même qu'il bannirait en tant que PDG d'un groupe du CAC 40. Je pense que Safran, c'est dans le CAC 40. Je sais pas. À vérifier. Donc, d'une grande entreprise française, qu'il bannirait à l'avenir toute implantation dans les villes détenues par une majorité écologiste. Ça avait été jugé comme une menace disproportionnée. Mais demain, imagine une chose, LFI serait passé à Toulouse. Tu penses que les entreprises seraient restées à Toulouse ? Sachant qu'il y a un enjeu très fort sur... Airbus, ADS. Même toute l'industrie de l'aviation. L'industrie de l'aviation, il y a l'industrie spatiale également. Oui, tu as les sous-traitants. Les sous-traitants, donc c'est... donc faites attention à ça parce que d'une couleur politique, vous allez avoir des maires qui vont attirer des entreprises, qui vont créer des emplois. C'est le tissu local. Et donc des locataires. Moi, je suis originaire de Bordeaux. Bordeaux, Alain Juppé a été un super maire pour la ville. Il a transformé la ville, qui était une ville morte à la base. Celui qui l'a remplacé, qui était Europe Écologie Les Verts, qui a été élu, même lui, a été surpris de son élection. Normal, c'était après le Covid, tout le monde s'était barré sur le bassin d'Arcachon, donc tous ces votants, ils étaient restés avec leur... Il restait que les gueux. Non, il restait que ceux qui étaient avec leur vélo cargo et les bobos, tu vois, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de gros mazout qui polluent. Je vise personne avec le vélo cargo et le bobo. Alors, je suis un bobo. Et ils étaient tous restés, donc ils avaient tous voté pour lui. Donc pensez à ça, premier critère, le bord politique. En sachant, là, on vient de les élire, donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans... c'est long. C'est long, mais il y a 6 ans. Passons au deuxième critère. Après la ville gérée par les extrêmes droites, dans les critères éliminatoires. Les critères éliminatoires. Une ville sans pôle universitaire ? Alors, là aussi, on fera preuve de nuance, c'est-à-dire que tu as des marchés, des micro-marchés où, voilà, moi, je maîtrise des micro-marchés en frontière allemande, luxembourgeoise, suisse, donc il n'y a pas forcément de pôle universitaire, mais de manière générale, si j'enlève les micro-marchés... Est-ce qu'on peut définir un micro-marché ? C'est un marché de niche. C'est un marché de niche où il y a une exception géographique, en fait. Ouais, tu as une demande particulière. Je ne sais pas, par exemple, l'exemple parfait. Tu as une petite ville, par exemple, je ne sais pas moi, de 10 000 habitants, qui n'est pas très loin de la frontière suisse, où les locataires travaillant en Suisse sont frontaliers et ont des salaires minimum de 4, 5, 6 000 euros par mois. Ça en fait une très très bonne zone qui est tendue d'ailleurs. Donc ça, c'est un micro-marché. Mais voilà, moi, le fait qu'il n'y ait pas de pôle universitaire, même des petits pôles universitaires, j'ai des villes où je chasse, le pôle universitaire est de 5-6 000 étudiants. Et pour nuancer encore plus, toutes les villes frontalières ne se valent pas, bien évidemment, Oui. parce que la frontière suisse, ça ne va pas être la frontière belge, avec, comment ça s'appelle la ville ? Pourquoi tu manques de respect aux Belges, à nos amis ? Mais non, mais comment ça s'appelle ? C'est une ville de Cassos. Laquelle ? Juste à côté de Lille. J'espère que j'ai des membres de PX qui sont à Lille. J'ai fait. Maubeuge. T'as un truc à la frontière là quand tu prends la route pour aller. J'ai jamais été dans le Nord, moi. Il faut que j'y aille. J'ai pas mal de clients. Je m'entends super bien avec les gens du Nord. Les gens du Nord sont exceptionnels. Et t'as une le ville Touquet frontière. Non, pas le Touquet. Je plaisante. Le Touquet, mais c'est une ville à 10 000 euros du mètre carré. Ouais, mais c'est un marché de niche. Ouais, tout à fait. T'as des zones ultra patrimoniales en niche. Megève, tu dois avoir 5 000 habitants. C'est un marché de niche. Donc il faut faire la distinction. Disons que s'il y a un pôle universitaire, c'est mieux. Voilà. Si tu as une capitale universitaire de région, prends Besançon par exemple. Besançon est le pôle universitaire principal de Franche-Comté, de toute la région. Mais à Besançon, enfin, tu vas avoir des pôles universitaires satellites. Et ça, c'est aussi intéressant.
Ah ben c'est Roubaix qui est à côté. Ouais, t'as Roubaix, après il y a Maubeuge qui est quand même, je crois, assez sinistré. T'as une autre ville également, j'ai oublié, bon Hénin-Beaumont, en plus le maire, là, je crois que est-ce que c'est toujours le même là, Steve Briouat, un truc de genre? C'est extrême droite. Ouais, Steve Briouat. Ouais, Steve Briouat, est-ce que c'est toujours le maire? Oh, putain, Ils n'ont pas investi dans le Wi-Fi. Hein. Steve Briouat, je ne sais plus si c'est le maire c'est toujours le maire d'Hénin-Beaumont ou pas. Ça n'a pas d'importance. Mais Non, mais c'est pour te dire que moi, une fois, j'ai eu un client qui m'a dit qu'il avait un accord de prêt pour aller faire un investissement d'1 million d'euros il y a des courages à Hénin-Beaumont. à Hénin-Beaumont. Je lui ai fortement déconseillé et je crois que la taxe foncière était à 2 ou 2 mois et demi de loyer. De crédit, pardon. Donc de loyer ou de crédit. Puisqu'on était à l'autofinancement. Sur le papier, on était à l'autofinancement. Donc, si tu veux, quand tu vas aller mettre 1 million d'euros dans une ville où le maire n'est élu que grâce à la pauvreté des gens, et c'est assez triste et même cynique, moi, je ne mettrais pas le million d'euros dans une ville gérée par un maire qui est là parce que les gens pauvres l'ont élu, tout simplement. Et ils l'ont élu parce qu'ils en ont ras-le-bol des différents partis politiques et que promettre aussi de nouvelles choses. Tu sais, t'as le slogan on a tout essayé sauf eux, donc on va essayer. Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais ce qui compte à la fin, c'est l'addition. Si la taxe foncière, elle est 2 ou 3 mois de loyer, pour moi, c'est rédhibitoire d'office. Donc, une ville sans pôle universitaire, on l'exclut, sauf sur un marché de niche. Sauf sur un marché de niche, tout à fait, c'est exactement ça. C'est important. Là, on va arriver sur un critère d'exclusion que vous ne trouverez jamais sur Internet et qui est très très puissant. Là, on est sur de la sociologie, une fois de plus. Là, on va être sur de la sociologie et personne ne parle de ce critère qui, pour autant, est un élément. Toutes les villes qui vont être promues par un influenceur. Oui, c'est ça pour dire que, en fait, c'est très pertinent et ça te fait rire. Toute propagande effectuée par un influx voleur. Non, je plaisante. D'ailleurs, il a été condamné, je crois, pour ça. Pour avoir détruit le business. Non, il n'est pas condamné. C'est une mesure conservatoire, il est sur une mesure conservatoire sans contradiction. Moi, je peux te faire une saisie conservatoire sans contradiction aussi. Okay. Je peux lui dire, tiens, il m'a pas fait des cadeaux, donnez argent. Non, mais c'est du sans contradictoire, donc c'est pas une condamnation. Ok, alors, à chaque fois je vais pas citer la ville parce que j'ai pas envie de causer du tort à la personne qui... Mais il y a quelqu'un qui faisait de la propagande active sur une ville merdique du nord de la France, qui faisait les travaux, des biens qu'il vendait, ça, uniquement dans cette ville. Alors, j'en connais qu'une seule. Moi, je vais dire le nom parce que j'en suis pas sûr. Mais j'en ai qu'une seule tu veux me mettre dans la merde. Non, mais tu vois, c'est important. J'ai un message d'une ville où j'étais allé voir, où je me demandais où c'était. Je pensais que c'était dans le 78 et c'était dans le nord à cause d'Yvelines à la fin. C'est pas Saint-Quentin en Yvelines? Je sais pas, à voir. Mais donc oui. Mais là, ce genre de ville, moi, c'est des villes où il ne faut absolument pas y aller parce que pour moi, on est à la limite du conflit d'intérêts. Et il y a d'ailleurs une personne qui avait fait une vidéo, un cadre sup, qui avait acheté 2 immeubles et qui regrettait totalement et qui avait dit en plus pourquoi est-ce qu'il était allé dans cette ville. Qui l'avait emmené en fait. Ah, Saint-Quentin en Yvelines. Je dirais pas la ville. Donc, assume. donc, à mon avis, c'est celle-là. Donc, si tu veux, l'idée c'est que à chaque fois que tu as un influenceur qui fait de la propagande, de la promotion, du détournement quelque part de trafic pour aller emmener les gens investir massivement dans cette ville, il faut laisser tomber. On peut prendre un autre exemple. Tu as eu quoi? Tu as eu Saint-Étienne. Saint-Étienne a été... on peut le dire parce qu'il y en a plusieurs et que de toute façon, il le disait sur Internet, mais tu prends Van Gen, il te disait, mais par exemple, tu peux acheter à Saint-Étienne le prix du mètre. Le seul indicateur était le prix du mètre carré. Mais on oublie que le prix du mètre carré, et moi, c'est ce que je dis quelquefois, tu vois, sur les onboarding,
On oublie que le prix du mètre carré ne reflète que l'attractivité de la ville. Donc une ville qui est 2 fois moins chère, c'est comme si demain, tu as été dans l'automobile, tu as 2 voitures identiques, tu en as une à 50 000 et tu en as une à 100 000. Celle à 50 000, c'est pas sûr que ça soit une bonne affaire. Un prix faible n'est pas... Oui, le prix ne veut rien dire. Maintenant, c'est vrai que tu as des prix, tu as des zones à 1 000 € du mètre carré où tu peux faire des très bonnes affaires. Mais ne prendre que le prix comme critère de décision, c'est un mauvais Il y a un critère. peu universitaire à Saint-Étienne. Je crois. En fait, c'est une ville qui a quand même plus de 100 000 habitants. Ça remplit beaucoup de critères. Hein. Oui, mais... Par contre, taxe foncière, ça doit taper, non? C'est quoi le problème? Je crois qu'il y a un problème de désindustrialisation. Il y a un problème si c'était que la désindustrialisation. Je sais pas, je connais. Moi, je ne veux pas dénigrer la ville. Mais en tout cas, Saint-Étienne, il y a eu énormément d'appels d'air. Donc, moi, perso, une fois de plus, il y a toujours une bonne affaire dans une ville. Si vous travaillez avec des chasseurs compétents, mais... Ça me rappelle... Pourquoi tu ça te me fous de la rappelle. gueule de Saint-Étienne ? Non, mais ça me rappelle une phrase. Tu parlais de désindustrialisation et qui disait, par exemple, que c'était un sociologue ou un écrivain, j'en suis pas sûr, donc à vérifier, qui disait que la France insoumise avait changé son braquet d'électorat puisqu'elle avait compris que les usines étaient parties en Chine et que les mosquées étaient venues en France. J'ai pas compris, c'était quoi le parallèle? Mais en fait, ils sont sur une clientèle Ah d'immigration. oui, j'ai compris. Ouais. Et tu parlais de désindustrialisation. Et tu disais qu'il y avait d'autres problèmes. Ouais. En tout cas, On coupera peut-être. Béziers, pour reprendre un autre exemple, tu as un influenceur qui avait 200 000 followers. Tu vois, j'aime beaucoup le terme en anglais parce qu'en fait... Suiveur. Mouton. Suiveur, ça fait vraiment... Mouton de pannage. Ouais. Follower. Donc, il emmenait beaucoup à Béziers. Bon, Béziers, moi, tu vois, je fais pas de politique, mais quand tu vois le maire on a l'impression qu'il est tout le temps énervé, en permanence. Mais moi, tu vois, sur Béziers, je mettrais la nuance parce que j'aime bien, moi, Ménard. Ouais, mais le problème, si tu Tu veux... peux pas dire que c'est un extrême. Bah, si, quand même. Le problème, Tu moi... peux pas dire que c'est un extrême à partir du moment du score qu'il a réalisé dans sa vie. Moi, je vais partir sur... Où la France insoumise a fait 4%. Moi, je vais partir d'un fondement économique qui fait que tous ces gens, pour moi, ne valent rien. La situation économique dans laquelle est la France depuis 40 ou 50 ans n'est pas due à l'immigration, est due à l'incompétence stratégique des politiques. Pour moi, c'est ça le cœur du problème. C'est-à-dire que quand le pays coule, la ville coule, pour je ne sais quelle raison, ce n'est pas la faute de l'immigration des immigrés, c'est la faute du politique. Tu sais, il y avait le commissariat au plan. Espèce de planification à la chinoise où, pour ça d'ailleurs, il faut un horizon temporel infini. Et nous, on a des gens qui ont un horizon temporel quasiment du trimestre. Et soyons fous, des 3 ans, 4 ans avant la réélection présidentielle, ça ne marche pas. Et la problématique, c'est que quand tu as des villes qui sont fortement sinistrées, économiquement, c'est que l'industrie s'est barrée, tout simplement. Et pourquoi est-ce que c'est barré ? Parce qu'il a produit moins cher ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est la faute des immigrés ? Pour moi, non. Si, parce qu'ils n'ont pas accepté de travailler pour le prix du... Oh putain, Pour le prix d'un bol de riz. Non, mais c'était une plaisanterie que mais en tout cas, sur la règle générale, dès que quelqu'un essaie de vous influencer sur une ville, laissez tomber. Ou soyez 3 fois plus prudent sur les vrais critères qui sont les plus importants. Parce que y a toute règle a son exception, et l'exception, on peut confirmer la règle. Béziers, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un propager Béziers. Moi, j'ai déjà entendu. Perpignan également. Perpignan, oui. Ouais. Montauban. T'as un gars qui faisait beaucoup de promotions pour Montauban, et en plus qui faisait des travaux, et qui chassait sans carte T.
Ah, Donc, si tu veux, bon, je crois qu'il a arrêté, là. Il a vendu toutes ses formations à 7 € ou 79 €, un truc de non, genre. c'est pas Montauban. Castres, je crois. Ouais, c'était au nord de. Ouais. Avec les distributeurs de préservatifs ou de Ouais. dents, Ouais, de on en- brosses à dents dans les McDonald's. Oui, c'était pas Montauban. C'était au-dessus Albi, il me semble. Albi, au nord de Toulouse. Et les petites douceurs. J'aurais pas dû manger 2 bols de riz à midi. Un seul était suffisant. Euh, Autre critère, peut-être? ouais, taux de chômage 2 fois supérieur à la Ouais. moyenne. Ouais, 2 fois supérieur. Je veux dire, légèrement supérieur à la moyenne, même si on flirte avec les 10 points. Pour moi, ça passe si on est sur le bon secteur. Mm. Voilà, si on a le pôle universitaire, etc., ça peut passer. Mais 2 fois supérieur. D'ailleurs, regarde, je vais faire une recherche rapide. Quel est le taux de chômage à Roubaix? Pour moi, à Roubaix, je dirais. T'imagines, on a le plein emploi. Non, je dirais qu'on doit être à 15%. Rajoute le C'est nom. fou. Non, mais tu sais combien? C'est un truc de fou. Deux fois le taux de chômage, en fait, c'est très conservateur. Tu sais, t'es à combien? Non 26%. Mais putain, qui c'est qui bosse dans cette ville? Et demande le nombre d'allocataires Attends. au RSA. Attends, t'es à 26%. Le taux de chômage Un à quart. Roubaix est l'un des plus élevés de France, s'établissant à 26,4% au sens du recensement selon les données de l'INSEE pour 2022. Et il atteint même 36% chez les jeunes de 15 à 24 ans. C'est énorme. Et Hénin-Beaumont, à mon avis, c'est pire. Ah non, bizarrement, Hénin-Beaumont, t'es à 10,6%. Saint-Étienne. Mais on était, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 16,5%. Donc, ils font des bonnes choses. Peut-être. Bah, après, c'est. Saint-Étienne, tu dois être à quoi 10, entre 10 et 12 10 et 12%. Aujourd'hui, avec l'IA, ça peut vous servir. T'es à 13%, Saint-Étienne. 13%. Hein. Donc, tu es quasiment au double. Parce Ouais. qu'on est à quoi, National 7, 7 13, ouais, on est à entre 7 et 8. Ouais. Moi, Tu vois, le taux de chômage à Besançon, il est de 6,3%. Tu vois, le mètre carré à Besançon est 2 fois plus cher que celui de Saint-Étienne. et pourtant, tu es sur une ville de la même taille, même configuration. La même taille, la même configuration. Béziers et Perpignan. Perpignan, à mon avis, tu dois être au-dessus de 15. Béziers, à mon avis, je pense qu'il est élevé. Je Ouais, pense- t'es quasiment à 12% à Béziers. Alors, bien que la situation soit meilleure que le pic de 2013 à 14%. Après, Et faut voir. Perpignan, Perpignan, je pense que tu as un taux de chômage qui est quand même je dirais 15. élevé. Ouais, tu es à 12%. 12%. Donc, tu vois, 7 et 7, 14. Taux de chômage, je vais mettre national, la moyenne. Tu dois être à 7, 5, 7, ça. 8. Ça doit être ça, ouais. 7, 9, ça monte un petit peu. Donc, pour moi, là, quand on est sur du 12, 13, 14, 15%, c'est beaucoup. Et donc, c'est moins de 2 fois supérieur. C'est quasiment 50. Mais pour Roubaix, on comprend quand même que Roubaix, on est quand même sur un taux de chômage qui est quand même Bah, t'es très élevé. déjà 25% d'électeurs pour la France Insoumise. C'est quasiment à 4 fois le taux de chômage national. Mmh. 4 fois. Donc voilà, donc ça pour moi c'est un élément qui est rédhibitoire, donc on peut encore enlever ça. Ensuite, Il y a un critère qui est important, mais pas, qui va être le type d'investissement. voilà, pas systématiquement. Ça va être si on n'est pas en monopropriété, sauf exception, parce qu'il y a des copros qui peuvent être intéressantes parce qu'elles sont bien gérées, ou bien si tu fais de l'immobilier commercial et que tu as une cellule qui est en moi j'ai beaucoup d'immobilier commercial où je suis en copropriété, ça se passe très bien. Donc, sauf exception, moi... L'extra patrimonial, ça va être difficile. Ouais. Si tu veux être à Cannes, ça va être difficile de prendre un immeuble. Oui, voilà. Puis tu vois, l'appartement sur lequel je me positionne Nice. sur Nice, normalement, je signe la semaine prochaine. L'acte authentique, je ne suis pas en monopropriété. J'ai un appartement. On peut pas être en monopropriété sur un immeuble bourgeois de peut-être 30 appartements. Moi, je veux faire un immeuble de rapport à Monaco. Ouais, très bonne idée. Surtout sur la partie là, qui s'étend sur la mer. Je crois que tu es à 100 000 € du mètre carré, un truc de genre.
La taxe foncière. Taxe foncière, moi je mets des limites également. Dès que ça dépasse 2 mois de loyer, ça me plaît pas. Moi, je n'y vais pas. Moi, dans ma ville d'enfance, qui est une ville qui était très industrialisée, on avait le plein emploi. Tape Roubaix, taxe foncière. Ah ouais, mais ça va être difficile. Il faudrait. Je peux te dire que la taxe foncière, à mon avis, elle est très élevée à Roubaix. Tu dois être à 3 mois, tu penses? Je sais pas, mais je dirais au moins 2 mois déjà. Donc, taxe foncière supérieure à 2 mois de loyer ou 2 mois d'échéance de prêt, pour moi, c'est rédhibitoire. Une fois de plus, sauf exception, mais la règle est la suivante. 1 mois et demi, 1 mois, c'est très bien. 1 mois et demi, ça passe. Voilà, dès qu'on commence à dépasser les 2 mois, pour moi, là, ça me plaît plus. Les terres polluées. Alors, tu vois, ça, c'est un critère qui n'est pas vraiment... on n'en parle pas assez, mais tu vois, j'ai failli me positionner sur une concession. C'est une concession Citroën pour remettre un autre locataire. Et donc, c'était une ancienne concession Citroën, mais qui faisait également office de station-service. Et donc, j'avais l'obligation de dépolluer les sols. Ah oui, parce que tu avais la cuve. Tout à fait. Et ça coûte un bras, ça coûte quoi? Ça coûte un billet, ça peut vite dépasser 50... Je sais pas, mais ça coûte très très cher apparemment. Moi, j'ai laissé tomber parce que là, on est quand même... Là, t'es presque dans de la politique, t'es dans de l'écologie, t'es dans des sols qui ont été pollués. Là, pour moi, on est dans une démarche quasiment industrielle, on n'est plus dans un rôle d'investisseur. Et c'est inestimable. Tu vois, c'est... Ouais. Enfin, inestimable. Puis tu sais pas la profondeur, la profondeur de la pollution, l'étendue, les contrôles supplémentaires, tout ça. Ouais. Exactement. Donc, j'avais quelqu'un d'ailleurs une fois qui avait acheté, je connaissais quelqu'un à Besançon qui avait acheté un terrain occupé par une station-service Total. Et à ce jour, il n'a toujours pas construit sur le terrain. Il avait rasé la concession et c'est toujours pas construit parce qu'à mon avis, c'est pas dépollué. Autre critère... Qui complète en fait un peu la monopropriété, c'est pas d'appartement sauf sur du patrimonial. Oui, voilà, un appartement à Strasbourg, à Nice... à Saint-Étienne. Non, pas à Saint-Étienne, mais dans des villes très patrimoniales. Pardon, le tu as dit Strasbourg, j'ai cru que tu disais Mulhouse. Non, Strasbourg, c'est une ville de 500 000 habitants. Hein. Le prix moyen au mètre carré à Strasbourg, il doit être de 4 000 voire 5 000 euros. Donc, pas d'appartement isolé. Là, on est aussi dans l'erreur du sous-dimensionnement. C'est-à-dire que, et je l'ai vu plein de fois, je veux dire, t'es cadre ou t'es médecin, t'achètes un appartement, tu fais une opération à 100 000 euros sur un appartement dans un immeuble, dans une ville qui n'a rien d'exceptionnel. Ça, c'est une erreur. Donc, à éviter. Tout ça, ça fait quand même déjà un sacré paquet de choses à enlever. Et quand on a déjà retiré tout ça, on a retiré quand même pas mal d'erreurs hypothétiques. Maintenant, ça va être plus court, parce que ça nous a permis de retirer pour rajouter maintenant dans quelle ville il faut investir. Ça va être rapide. Dans quelle ville on conseille d'investir? Dans quelle ville tu investis? Dans quelle ville j'accepte d'investir? C'est ça, c'est pas de dire, c'est pas de la recommandation, c'est nous avec quoi on est à l'aise. C'est important à préciser. Il y a, quand tu regardes en fait le classement des villes, tu sais, tu as des catégories B1, B2, etc. C'est quoi B1, B2? Parce que tu vois, moi je connaissais pas ce... B2, par exemple, B1, ce sont des villes généralement qui ont des agglomérations quand même assez grandes, 250 000 habitants. D'accord. B2, pardon, ça va être des villes de taille moyenne, entre 50 000 et 250 000 habitants. Besançon, c'est du B2. On est à 110 000, mais tu as une agglomération. Toulouse est B1. Toulouse, je pense qu'on est en B1 parce que on a même. Je pense que Toulouse est même plus parce que Toulouse, tu as combien d'habitants? Je dirais 500, 600 000. Ah oui, donc c'est quand même très gros. C'est quand même une grosse agglomération. Toulouse, tu es en zone A. En zone A. Ouais, puisque là, tu es quand même des villes de plus de 500 000 habitants. Il n'y en a pas 15 000. Donc, moi, les villes de taille moyenne, j'aime beaucoup parce qu'elles ont un niveau d'infrastructure qui est très intéressant. Généralement, tu as un hôpital universitaire, donc tu as un CHU, tu as un tramway.
C'est quand même très confortable comme mode de transport, très Pour propre. avoir un aéroport. Alors, c'est difficile d'avoir des aéroports. Si tu mets ce critère-là, ça va être très compliqué. Clermont-Ferrand, par exemple. Il n'y en a pas énormément. Ouais, mais Aurillac. c'est un petit aéroport à Clermont-Ferrand. Euh, On est à la limite, c'est presque un aérodrome. c'est un aéroport à partir du moment. Tu vois, par exemple, tu prends Bergerac. Bergerac, Ouais. tu dois avoir 50 000 habitants. C'est l'aéroport de Bordeaux. Non, t'as un aéroport, Bergerac-La Romanière, Ok. qui était un aéroport qui amenait beaucoup d'Anglais, beaucoup de Hollandais et tout ça. Donc, parce que ça amenait beaucoup de tourisme dans le. Moi, je mets pas l'aéroport comme critère. S'il y est, tant mieux. Mais là, sinon, ça va être trop restrictif. Non, mais gare SNCF. Alors, si on a une gare TGV, ça, c'est super. Si on a une gare TGV, ça, c'est bien. Parce que derrière, en fait, avec les étudiants, etc., tu as quand même un moyen de transport qui est quand même très moderne, très développé. Quoi d'autre Alors, la problématique sur ces villes, c'est que le rendement, aller chercher du rendement, et il faut aller chercher du rendement, c'est quand même difficile. C'est faisable, mais difficile. Ça veut dire que plus la ville est grande et tendue, plus le taux de rendement, généralement, est faible. Et c'est un peu la contrepartie, quelque part, de La sécurité. ouais, de ne pas être dans des villes distendues où on n'a pas vraiment de demande locative. Être à 7-8% en négociant bien avec des Voilà, à travaux. 7-8%, pour moi à 7-8%, Dans des villes comme ça, c'est très confortable. c'est une très belle opération. Mais tu vois, tu as tellement de gens qui sont biberonnés au cash flow. En dessous de 10, ils regardent. Voilà, et un 10, je suis navré, mais un 10 à Roubaix, ça vaut pas un 8 7, à. Je sais pas, moi, ça vaut pas un 6 ou un 7 à Strasbourg. Ouais, à 7, t'es en. Ouais, t'es pas trop à l'équilibre. T'es encore en cash flow négatif. C'est 8, 8, 2. 8, 8,5 on va dire. Mais une fois de plus, il faut regarder la taxe foncière. Si tu es à 10 points, en fait, si tu as 2 mois de loyer déjà, si tu as une taxe foncière qui correspond à 2 échéances de 10 à prêt. 8. Ben non, tu enlèves 20%. Oui, donc 10 à 8. De 10% à 8%. De 10% à 8%, ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup. Donc tu as déjà perdu 2 points de rendement. Et pire que ça, si c'est pas loué, ben, la taxe foncière, tu es obligé de la payer. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, sur des villes comme ça, de taille moyenne, même des villes de. Donc de toute façon, on est en B2, à 50 000 habitants, moi, ça me plaît bien. Ensuite, à des villes où. Je peux te donner un exemple, pas forcément de ville, mais par exemple, un exemple d'une ville qui est connue, qui serait B2, par exemple. Une ville qui est connue, qui est B2, bah, t'en as plein. Pour se familiariser. T'as Poitiers. Poitiers t'as, B2. Mais Poitiers, t'as un pôle universitaire. Oui, C'est grand. mais plutôt B2, ça va, Orléans. non, mais B2, ça va jusqu'à 250 000 habitants. Ah, d'accord. T'as Ok. Orléans, je sais pas s'il y a Bourges, t'as beaucoup de villes. T'as Dijon, t'as Besançon, Saint-Étienne. D'accord, ouais. Oui, c'est la taille de l'agglomération. Grosso modo, je crois que des villes à peu près de 100 000 habitants, grosso modo, je crois que tu en as une cinquantaine en France, à peu près. D'accord. À la louche. Hein. Ça en fait quand même pas mal. Mais en même temps, sur 36 000 communes, ça en fait pas non plus. Ça reste quand même des villes assez. Voilà, il faut faire gaffe quand même à pas mélanger, si tu veux. Le zonage est important dans le sens où il y a quand même une attractivité structurelle dans ce genre de ville parce qu'il y a des équipements d'une telle ampleur comme le CHU et le pôle universitaire. Je prends le cas de Besançon que je connais bien, c'est 30 000 étudiants, 30 ou 32 000 étudiants. Tu as un autre cas, par exemple, qui est assez remarquable, c'est la ville de Nancy. Nancy, qui est à peu près de la même taille de Besançon, 110 000. Tu as 60 000 étudiants à Nancy, 60% de la population. Donc là, tu as la taille de l'infrastructure universitaire qui est très forte, qui fait que la ville, elle vit forcément un minimum et plutôt bien, parce que tu as énormément d'étudiants, et dès que tu as un CHU, c'est 3-4 000 salariés. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont quand même très intéressantes pour moi. On peut conclure sur le discernement nécessaire lorsqu'on choisit une ville.
de ne jamais le prendre pour acquis. Et moi, j'aime bien dire que investir en dehors de sa ville, en dehors de son territoire, nous oblige à faire ce discernement, puisque nous oblige à aller chercher l'information. Tandis qu'on a un peu des œillères quand on est sur un marché qu'on connaît, d'une ville qu'on connaît. Je trouve qu'il est plus facile d'aller en profondeur, d'aller chercher l'information, de vérifier si on fait le bon choix sur une ville qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ne contredis surtout pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. On peut avoir un biais quand on est, paradoxalement, quand on est dans la ville. Mais quand tu raisonnes avec des critères, finalement, t'enlèves l'émotionnel, t'enlèves aussi peut-être le préjugé. Si la ville répond à tous ces critères, il n'y a aucun souci. Voilà, et tu vois, là je dis, je mets un critère, en fait, on s'en fiche de tes tendances politiques. Si jamais t'aimes allez, disons que t'es... Bon, ça me paraît assez incompatible, mais admettons que t'es un signe noir, tu veux faire du blitz patrimoine et que tu votes LFI. Là, il faut accepter aussi d'acheter contre nature. C'est-à-dire que parfois, tu veux aller aussi dans des villes où il y a le facteur émotionnel qui joue. C'est-à-dire que c'est des villes où... Moi, je donne un exemple. Tu vois, dans ma ville d'enfance, j'ai acheté 2 immeubles. Il y en a un, c'était une mauvaise opération finalement, parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux. Je ne savais pas estimer les travaux en 2017, donc il y a bientôt 10 ans. Ça, on va faire un podcast sur l'estimation des travaux. Voilà, donc je ne savais pas le faire. La taxe foncière était très élevée. Elle a augmenté. Je me suis séparé de l'immeuble et j'étais très content. Et le deuxième, je suis en emplacement numéro 1, en hypercentre. C'est plutôt une bonne affaire, mais pareil, j'ai sous-estimé le montant des travaux. Et je l'ai acheté pratiquement parce que, et ça c'est un truc de fou, tu vois, quand tu regardes sur le quotient émotionnel d'un individu, ou sur l'impact de l'émotion en fait dans son critère de décision d'achat ou pas. Quand j'étais petit, en fait, j'avais pas les moyens d'acheter un pain au chocolat, si tu veux. Et puis j'avais en fait le cousin d'un de mes meilleurs amis qui habitait dans ma tour, qui était boulanger apprenti. Et donc, il nous donnait des pains au choc gratos. Quand on donnait 1 euro, il nous rendait 2 euros, puis il nous donnait 10 pains au choc, tu vois. Enfin, moi, j'accompagnais mon ami d'enfance. Et si tu veux, le fait d'acheter cet immeuble où il y avait la boulangerie, où je n'avais pas les moyens d'acheter un pain au choc, en fait, j'ai laissé, et quelque part, c'est une erreur, mais j'ai laissé l'émotion s'exprimer. Et la revanche sociale. Et il y a cette règle, plus la décision est émotionnelle, plus elle est merdique. Émotion et stratégie, ça n'est pas compatible. Donc, parfois, avec des critères objectifs, on décide mieux à froid. Et tu vois, moi, j'aime bien dire faire une checklist. Et en fait, un investissement doit remplir ces cases. J'ai 10 cases à moi. Ouais. Et l'investissement... Alors, il faut mettre une pondération. Il faut mettre une pondération, bien évidemment, s'il y en a 9, 8. Alors, il y en a qui sont rédhibitoires. Il y en a qui si tu as les LFI... Ah, LFI, Toulouse, j'étais chocotte. Ah, ils risquaient de passer à Toulouse. Et à Toulouse, ils étaient à la limite du 2e tour, face à Moudinque. La semaine a été très longue. Ah, c'était chaud, quoi. Putain, ils auraient niqué le business de l'aéronautique, quoi. Ah, ils auraient tout niqué, quoi. Ah, c'est chaud, quand même. Et il était donné à 50-50, difficile à partager. Donc, une petite inquiétude. Avant de conclure sur le discernement, il y a quand même l'immobilier commercial, ça c'est très important. Pour moi, c'est la meilleure niche en immobilier. Là, pour moi, l'emplacement est primordial. Emplacement numéro 1, où qualité du locataire, c'est-à-dire qualité de la signature. En ce moment, on a fait rentrer avec Nicolas, mon responsable de chasse, chez Voirgrand, 4 ou 5 Basic Fit. Avec Basic Fit, qui est quand même le leader du marché de la salle de sport en Europe. Et donc ça, c'est une qualité de locataire avec des baux très longs, fermes, des baux de 9 ans jusqu'à 12 ans. Et quand tu as un Basic Fit, généralement, sur un local de 1000-1500 mètres carrés, il va mettre, peut-être 700-800 000 euros de travaux. Donc c'est pour ça qu'il veut rester 12 ans minimum. Et si tu as un renouvellement de bail, c'est le jackpot. Donc tu sais que ton locataire va rester 25 ans. Donc ça, c'est la qualité du locataire qui est primordiale. Et donc, si on a la qualité du locataire, bon, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche de l'emplacement, mais la qualité du locataire, demain, ton locataire, c'est McDonald's.
Bon, même s'il est installé sur la Lune, j'ai envie de dire, c'est pas très important. C'est rare que McDonald's ne détienne pas le... Bien sûr. Non, mais détienne le terrain. Non, mais je peux prendre en ce moment, il y a, j'ai eu des opportunités passer, mais bon, c'est assez gros. Krusty Chicken. Non, Mister Poulet. Mister Poulet avec et Nabab Kebab, c'est une signature, c'est une prime. Alors là, sachant que la caution solidaire du Gérant fondateur ne vaut rien du tout. Donc, puisqu'il est interdit de gestion en France. Et je sais plus trop où également. En Belgique. En Belgique et en voie d'interdiction, je crois, au Luxembourg. Ouais, on verra. Hein. Donc, tu vois, généralement, les franchises, ce sont des bons locataires, mais il y a toujours des exceptions, des exceptions à la règle. J'avais bouffé au Nabab à Dijon. La porte des toilettes, elle était démontée, elle était posée sur le côté. Ouais. Et le pain le pain du kebab, c'était un pain de panini. Et ça, c'est totalement rédhibitoire également. Le pain, il doit être une espèce de pain turc, tu vois, une espèce de pita. Et ouais, enfin bref. Rien. J'y connais rien. Alors j'ai mangé. D'ailleurs, je vais t'emmener. Toi, t'es payé par Anthony Bourbon pour. Non, je veux du Prime Y Combinator. Putain, c'est clown, je te jure. Ce podcast est également édité par la société Voir Grand. Toute mise en demeure doit lui être envoyée. Contrairement à Hakim, j'ai l'ADN, le vrai ADN de l'Algérien. Je suis pas un Algérien de pacotille. Mais je termine là-dessus. Immobilier commercial, soit vous avez l'emplacement numéro 1. Plus la ville est petite, plus il faut un emplacement numéro 1. Un hyper centre-ville, si possible avec un fonds de commerce qui a été payé. Avec un fonds de commerce qui a été payé, ce qui met une pression au locataire pour payer son loyer. Ça, c'est hyper important. Ou bien, si on est on va dire, en zone périphérique, tu vois, dans les zones, je crois qu'on appelle ça des ZAC, zones d'activité commerciale. Si on a de l'hypermarché pas très loin, du Grand Frais, ce genre de boutique, ça c'est pas mal parce qu'il y a une attractivité. Et donc, si je reprends mon exemple de Basic Fit, pour moi ça c'est hyper intéressant d'avoir cette qualité de locataire qui rassure d'ailleurs énormément la banque. Parce que tu vois, j'ai envoyé un de mes clients en recommandation auprès d'un banquier signe noir et il a dit je connais très bien le club, donc on demandait pour le financement, j'en suis adhérent. Et là, je lui ai dit, j'espère que tu lui as dit que son abonnement sera gratuit pour les 25 prochaines années. Donc, il m'a dit, bien sûr, je lui ai dit ça. donc je lui ai dit, c'est gratuit. Je lui ai dit, n'oublie jamais que le français est un gain de petit. donc voilà, et conclure sur le discernement. Là, on a mis des critères objectifs, quand même assez originaux, mais très réalistes. Très réaliste. C'est le pouvoir de la conceptualisation. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça sur un podcast ou sur un support. Non. On est tout le temps sur Saint-Étienne. Voilà, la liste des meilleures villes pour investir. Et voilà, c'était Foi de Berlin pour vous inspirer à voir grand et à avoir du discernement dans le choix des zones d'investissement. C'était Hugo pour s'assurer de la diffusion de ce Prime podcast. J'investis dans du Prime. Ciao, ciao.